Bon, écoute, merci beaucoup Christian. C'est vrai que pour le coup, l'hospitalité strasbourgeoise est exceptionnelle. Edgar Quinet, quand il vient à Strasbourg, dit dans ses mémoires qu'il aime cette ville, mais qu'il ne sait pas pourquoi. En tout cas, il sait qu'il aime les Alsaciens pour deux choses. Pour leur douce générosité et leur douce hospitalité, et pour leur goût étrange de la liberté. L'hospitalité, je l'ai vue, c'est extrêmement agréable et je vous remercie de cette invitation. L'Union francophone fait un travail exceptionnel sur la question du cannabis à visée médicale depuis maintenant de nombreuses années. En particulier, évidemment, grand merci Bertrand Rambaud, qui fait un travail merveilleux avec qui on... De toute façon, on dit ça, alors, on s'invite entre nous dans nos événements et on se remercie, vous savez, ça c'est l'hypocrisie française. Mais alors Bertrand, je travaille avec lui depuis... Là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, on était sur le précédent colloque, mais au-delà de ça, ça fait quelques jours maintenant qu'on a écumé l'Agence du médicament, l'Assemblée nationale, le ministère de la Santé, j'espère, en septembre, et qu'on ne va pas s'arrêter. En tout cas, l'enjeu aujourd'hui, il est important, et donc j'interviens. Alors, vous allez me poser une question un peu bête, mais que fait un juriste dans une conférence scientifique ? J'ai envie de vous répondre ce que disait Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je suis d'une certaine manière un peu la petite conscience. Alors est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise ? Je vous laisse juger. Mais donc, je suis donc juriste. Je porte le plaidoyer. Disons que ça fait 2 ans et demi que je travaille spécifiquement sur la question des drogues et du cannabis en particulier, et que plus particulièrement, j'ai abordé le sujet du cannabis à usage médical depuis maintenant 1 an et demi, et à cette occasion, donc, j'ai eu l'occasion de diriger la stratégie politique de l'une des grosses ONG françaises sur la question, ce qui fait qu'on a eu le temps de bien préparer le terrain, de le connaître. Et donc le sens de mon intervention aujourd'hui, il va être aussi de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous apporter suffisamment d'éléments pour comprendre un peu la situation en France. Et donc j'apporte cet élément de conscience, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, c'est-à-dire de comprendre ce qui va avec le savoir. Quel est l'enjeu, au fond, qui se dégage sur cette question du cannabis à usage médical ? Quels sont les intérêts sous-jacents au débat ? Alors, beaucoup s'interrogent, et alors j'imagine que vous l'avez tous vu dans les médias cette dernière semaine, sur... Oui, mais est-ce que le cannabis médical n'est pas une porte d'entrée vers le cannabis récréatif ? Et donc, en préambule, forcément, il fallait que je vous en parle, parce que moi-même, je travaille sur les deux. J'ai eu l'occasion de travailler sur la question de l'amende forfaitaire délictuelle qui a été votée il y a quelques mois et qui bientôt va recevoir les décrets d'application. Donc dans quelques semaines, vous aurez la joie et en même temps la malchance de payer 200 € à chaque fois que vous serez interpellé pour un usage illicite de stupéfiants. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur la question de l'usage social, et je travaille encore aujourd'hui dessus, et je travaille aussi sur la question de l'usage médical. Et pendant très longtemps, on a eu ce préjugé, cette idée reçue, que le cannabis médical était un cheval de Troie vers la régulation du récréatif. Si on reprend un peu historiquement les choses, d'abord, on va commencer par parler d'aujourd'hui et fixer un certain nombre de définitions, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est. L'usage médical suppose qu'il y ait une maladie ou une pathologie. Quelqu'un qui fait un usage du cannabis pour se soigner ou pour un mieux vivre dans le cadre d'une pathologie, on appelle ça un usage médical. L'usage social, que certains appellent récréatif, la ministre des Transports appelle ça l'usage ludique. Bon, c'est pas mal. Mais l'usage social, qu'on qualifie comme tel, se détermine par donc, une consommation qui n'est pas médicale d'abord, qui a une envergure récréative, sociale, de participation communautaire. Et depuis quelque temps, on a vu apparaître l'usage bien-être. Et cette dénomination d'usage bien-être fait grincer des dents à l'Agence du médicament. Mais si on la comprend de manière un peu intelligente, c'est que c'est un peu tout ce qui se trouve dans la zone grise entre l'usage médical et l'usage social. Concrètement, moi j'ai ma mamie de cœur qui a 95 ans, Janine. Elle prend des petites gouttes de CBD le matin dans son yaourt. Et alors, elle s'en sort très bien. Alors, elle suit toute l'actualité. Alors, si vous passez un jour par Paris, vous me dites, je vous fais rencontrer Janine, parce que Janine lit les médias, lit toute la presse le matin, etc. Et le petit CBD lui a amélioré véritablement sa qualité de vie sur les derniers mois. Et donc, Janine, elle ne fait pas un usage médical du cannabis. Déjà parce qu'elle ne prend pas de médicaments. Le CBD qu'elle achète, c'est un CBD qu'elle achète en produit de consommation courante qui peut être commercialisé librement. Mais en même temps, ça lui permet d'améliorer sa qualité de vie. Donc il y a 3 usages
Et donc l'argument de fond, c'est de dire le cannabis médical, puisque les junkies qui veulent la légalisation n'ont pas réussi, eh ben, ils vont passer par le médical pour pouvoir ensuite légaliser plus généralement. Ce concept-là, moi j'ai envie de le remettre en cause. Pourquoi est-ce qu'on a envie de le remettre en cause ? D'abord parce que c'est deux thématiques, deux sujets qu'il faut vraiment distinguer. Et je pense que c'est bien qu'on profite du colloque de l'Union francophone pour les cannabinoïdes en médecine pour en parler et pour dire les choses une fois pour toutes afin qu'on ne nous répète pas ces éléments-là, parce que c'est des éléments qui reviennent constamment dans le débat public et à un moment il faut y mettre un terme. Et donc l'usage médical, il répond à quoi ? Il répond aux besoins des malades, donc c'est une question de santé publique. Il répond à la prise en charge et au traitement. Et il répond ensuite à une question de prise en charge des personnes les plus vulnérables. Et donc là, on est dans le rôle essentiel de l'État. Et quand on parle d'usage médical, et ça je trouve que c'est essentiel, on ne parle pas... Enfin, moi, je ne travaille pas sur la question par plaisir. Moi, si je veux fumer mon joint dans le 15e arrondissement à Paris, pour moi, c'est légalisé, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas parce qu'on a envie d'évoluer sur la question de la légalisation en général. C'est parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le cannabis médical. Et il y a une vraie anomalie historique que je vais vous expliquer ensuite. Et concrètement, cet argument-là, il est dérangeant. Pourquoi est-ce qu'il est dérangeant ? Parce qu'il a tendance finalement à minimiser l'engagement de l'ensemble des personnes, je pense, dans la salle, parce que visiblement, il y a quand même une surreprésentation des personnes qui sont favorables au cannabis à usage médical ici. C'est que ça a tendance à minimiser. Sauf que ce dont on parle, c'est quoi ? C'est premièrement de patients. On est quand même dans un état de droit, dans une démocratie. Si vous voulez, en participant à la démocratie, le citoyen, il s'attend à quoi ? À l'accord d'Herdy entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur. C'est la liberté qui opprime et c'est le droit qui protège. Le droit, il est censé protéger les citoyens. Et qu'est-ce que fait le droit aujourd'hui ? Il les incrimine. Je vais expliquer dans un second temps comment il les incrimine. Mais donc on n'est pas du tout sur un débat secondaire. On est sur un débat essentiel. Sur l'usage social, le sujet, c'est moins un sujet de santé publique. Il y a l'aspect santé publique, parce qu'en effet, en autorisant, on a un produit qui est plus propre, c'est pas le marché illicite, etc. Mais l'usage social, c'est d'abord une question de liberté publique. Et je vous invite à lire ce livre, dont je suis sûr Bertrand Lebeau conseillera aussi la lecture, Notre droit aux drogues de Thomas Szasz, qui est essentiel. Essentiel ce livre, parce que justement, il détermine, il donne les arguments. Et donc, si vous voulez, historiquement, c'est vrai que l'interdiction du cannabis médical a été une anomalie, parce que la prohibition dans son sens strict, c'est-à-dire le fait qu'on interdise les drogues, n'a jamais empêché l'usage médical des drogues. Au contraire, en 1961, lorsque la Convention unique sur les stupéfiants, qui est le grand texte, le premier grand traité international sur la question des drogues, lorsque ce texte est signé par l'ensemble des États des Nations Unies, le préambule fixe quand même quelque chose de très fort. C'est les premières lignes, vous pouvez la voir sur Internet, c'est merveilleux. Reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin. Là, on n'est pas sur le décret bullshit d'une autorité sanitaire de Babel-Oued. Là, on est sur les Nations Unies, on est sur un traité international, on est sur un texte fondateur. Et ce texte fondateur dit « Ah ben nous, on interdit les drogues, on lutte contre le marché illicite. En revanche, bon, sur l'usage médical, les traités existent pour assurer l'usage médical. » Mais de quoi on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que l'établissement des traités internationaux, de ces dispositions, ont empêché, par effet subsidiaire, par conséquence, par voie de conséquence, ont empêché le développement de la recherche. Parce qu'en réalité, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1961, lorsque la classification du cannabis est réalisée, donc quand, au niveau international, on dit est-ce que c'est une drogue dangereuse, plus ou moins dangereuse, etc., parce qu'ils ont différents degrés. Bon, l'alcool et le tabac s'y trouvent pas. C'est aussi une anomalie, mais bon. Ils établissent quand même que le cannabis est une drogue très dangereuse, ils la mettent au même niveau que l'héroïne, avec aucun effet ou un effet thérapeutique extrêmement limité. Et donc, au regard du droit international, quand on classe le cannabis de cette manière, eh ben, ça empêche de pouvoir l'utiliser nationalement, ou en tout cas c'est très difficile de l'utiliser nationalement. C'est ce que disent Greenspoon et Bacalard en 1993. Pareil, Greenspoon et Bacalard, référence essentielle si vous voulez vraiment développer le sujet, puisque eux disent, même si la prohibition internationale s'est fondée sur le fait qu'on autorise quand même l'usage médical, eh ben, par voie de conséquence, le cannabis médical a été interdit. Donc, on se retrouve
face à quelque chose qui est quand même très fort. C'est que c'est pas nous qui défendons l'idée que le cannabis médical et le cannabis social sont liés. C'est ceux qui ont interdit le cannabis en première instance qui ont dit « Ah bah on interdit aussi le médical parce que ça peut poser problème ». Et donc ils l'ont classé comme une drogue dangereuse. Et comment est-ce que le cannabis médical est revenu ? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? C'est très simple. C'est qu'il y a eu d'abord de la recherche. La découverte essentielle de Raphaël Mechoulam en 1964 qui isole le THC, évidemment, et qui avait isolé aussi le CBD à l'époque, mais qui ne savait pas ce que c'était. Il y a aussi, et ça c'est quand même un élément intéressant, c'est que la séquence hippie, fin 60, début 70 aux États-Unis, le fait que les gens se remettent à utiliser le cannabis parce qu'ils en avaient un peu perdu l'usage depuis le milieu du 19e siècle, même la fin du 19e, fait qu'en fait on se réintéresse aux produits. L'usage spirituel des drogues, c'est aussi la période. Et ce qui se passe, c'est que on va avoir comme ça, à partir des années 60, donc si on prend le point de départ, c'est la convention unique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et progressivement, pendant 30 ans, on va avoir de plus en plus de digues qui s'effondrent. Et finalement, la force, qu'est-ce qui a fait que le premier pays a avancé sur la question du cannabis médical ? C'est très simple. C'est que à un moment, aux États-Unis, il y a eu des associations qui ont donné la parole aux patients qui consommaient déjà le cannabis. Et le jour où l'opinion publique américaine a ouvert les yeux sur cette plante qu'on déclarait et qu'on imaginait comme celle du diable, et que cette plante, qui était décrite comme la pire des plantes, le jour où les Américains ont ouvert les yeux sur la réalité thérapeutique et qu'elle a sauvé la vie d'une enfant épileptique, c'est pas simplement la législation qui a changé, c'est tout le paradigme de la prohibition qui s'est effondré. Parce que finalement, on avait réussi à nous faire croire pendant plus de 30 ans, donc entre 1960 et 90, que cette plante n'avait aucun effet thérapeutique, qu'elle n'avait aucune utilité et que c'était sur ce fondement-là qu'on l'avait interdit. Mais du coup, la conclusion, c'est quoi ? C'est que il y a une prohibition concrètement qui est fondée. Aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent un discours et qui disent on doit interdire le cannabis parce qu'il y a des effets qui sont néfastes du cannabis. On a autorisé le tabac et l'alcool et regardez les désastres que ça fait. Ça, c'est un discours qui est fondé. Et il y a un autre discours qui est celui qu'on a entendu pendant de nombreuses années et qui nous a dit le cannabis, c'est le mal et donc par conséquent, il faut l'interdire. Et ce discours-là, finalement, il s'effondre sur la question du cannabis à usage médical. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a les grandes structures, les grandes autorités de pharmacie, l'Académie nationale de pharmacie, l'Académie nationale de médecine, qui vous disent « Ah bah non, absolument, il ne faut absolument pas avancer ». C'est-à-dire qu'on est dans un pays en France, pour parler du cannabis médical aujourd'hui, où il y a 91% de la population qui est favorable à l'usage médical du cannabis. C'est l'enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFDT, qui est sortie récemment. Je veux dire, c'est des scores staliniens. 91%, tu veux faire quoi de plus ? Tu ne peux pas faire plus. Et à l'inverse, on a encore des académies et des structures. Alors, est-ce qu'on va dire idéologiques ? Je n'irai pas jusque-là parce que ce serait insultant pour ce qu'elles représentent, mais en tout cas, des structures académiques reconnues qui tiennent un discours qui est en effet le discours du début des années 90 et qui est absolument compréhensible dans cette cohérence-là, c'est-à-dire si on ouvre sur le cannabis à usage médical, on invalide entièrement la prohibition qu'on a nous-mêmes fondée. Et donc, moi, quand on me pose cette question, cannabis médical ou cannabis récréatif, je réponds une chose, c'est que le cannabis médical et le cannabis récréatif, c'est deux sujets différents, que pour nous, pour moi qui veux légaliser en général, et je le dis de manière très militante au final, alors que je pourrais avoir une posture juridique très techno et ne pas parler en profondeur. Mais pour moi qui promeut une légalisation du cannabis, en général en France, le sujet du cannabis à usage médical, c'est un sujet premièrement qu'on a déjà gagné, parce que les preuves scientifiques sont là, parce que les patients souffrent, parce qu'aujourd'hui l'État ne répond plus à ses engagements. Et donc c'est un sujet qu'on veut évacuer pour parler du fond, c'est-à-dire la légalisation et la liberté publique. Mais sur l'usage médical, pour nous, en tout cas, c'est un peu ce que je défends comme idée, c'est que pour nous, c'est un sujet qui ne devrait plus faire l'objet de débats. Et qu'on soit obligé de se réunir ici, d'ailleurs je parlais tout à l'heure de la liberté alsacienne, d'un point de vue juridique, le colloque de l'UFCM depuis 8 ans, s'apparente davantage à un congrès de provocation à l'usage illicite de stupéfiants qu'autre chose. S'il y avait des juges dignes de ce nom dans ce département ou dans cette région, il y aurait déjà eu, mais c'est vrai, il y aurait déjà... non, on assurera la défense. Voilà. Mais en tout cas, l'idée de fond, elle était là, c'était simplement
ça, c'est le premier élément que je voulais vous transmettre, parce que je pense que c'est nécessaire, au regard aussi de ce qu'on entend dans la parole publique, de revenir sur des éléments aussi essentiels. Donc pour nous, non, ça ne constitue pas un cheval de Troie, et même au-delà, c'est deux sujets absolument différents. Alors du coup, avec cet effondrement idéologique qu'on connaît, que j'ai essayé de vous décrire assez rapidement, et disons l'évolution récente, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'il y a une véritable dynamique mondiale sur l'usage médical du cannabis. Là, j'ai un petit graphique. Alors, je me suis embêté à faire pays par pays depuis 1967. Donc, vous avez l'Espagne en premier. Alors, les Espagnols sont extrêmement intéressants. Je ne sais pas s'il y a des Espagnols dans la salle. Les Espagnols, il va falloir qu'ils nous expliquent un moment. Ils ont autorisé le cannabis médical en 1967. On est en 2019. Ils n'ont jamais mis en place un seul programme de cannabis médical dans leur pays. Donc, c'est quand même exceptionnel. Et ensuite, vous voyez cette courbe qui est quand même extrêmement intéressante. C'est que là, depuis 2013-2014, on évolue sur la question plus qu'on n'a jamais évolué. Et il y a des États, tous les jours, qui autorisent et qui mettent en place des programmes médicaux. Pour 2020, on estime qu'il y aura environ 46 pays qui auront avancé sur la question. Aujourd'hui, on est autour de 36-37 et ça avance tous les jours. Donc cette dynamique mondiale, elle est extrêmement intéressante et finalement, elle vient comme ça, dans une continuité de ce que je vous ai dit. Donc à partir du moment où la Californie donne son feu vert, à partir du moment où il y a un réveil, disons que les gens commence à comprendre le produit réellement et que la recherche se développe, il y a de plus en plus de pays qui avancent parce qu'il y a des élus pour pousser, mais qui avancent surtout parce que sur ce sujet, plus que dans d'autres d'ailleurs, pas tous, mais plus que dans d'autres, les patients et les associations de patients s'engagent énormément. Ce qui fait qu'on arrive à un truc qui est quand même exceptionnel et dont il faut que je vous parle aussi, c'est l'Organisation mondiale de la santé. La dernière évaluation du cannabis, la classification du cannabis, donc celle que je vous expliquais tout à l'heure, elle est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au regard du droit international, le cannabis est encore considéré comme une drogue à toxicité très élevée, avec un effet thérapeutique extrêmement limité. L'Organisation mondiale de la santé a lancé des travaux, elle a réuni un comité d'experts qui avait vocation à repenser la classification du cannabis. C'est-à-dire de se dire, tiens, 60 ans après, qu'en est-il réellement du produit, de sa dangerosité, de son effet thérapeutique? Elle a rendu ses conclusions le 24 janvier dernier, dans une lettre qui a été adressée par le directeur de l'Organisation mondiale de la santé au secrétaire général des Nations Unies, et qui demandait, pour faire simple, que, premièrement, tous les produits à moins de 0,2% de THC soient non classés, qui soient considérés comme des produits de consommation courante. Autrement dit, que tous les produits de cannabis light puissent être vendus librement partout dans le monde. Deuxièmement, elle a demandé à ce que la plupart des molécules et du cannabis en général soient intégrées dans la Convention de 1961 au tableau 3 et elle les a déclassées du tableau 4. Pour faire simple, sans entrer dans les détails, sinon on est parti pour 2 heures. Pour faire simple, l'OMS a dit il faut ouvrir les vannes, il faut autoriser plus simplement, il faut accompagner les États et il faut mettre en place partout au niveau international, là où c'est possible, le développement de l'accès du cannabis à usage médical. Donc l'Organisation mondiale de la santé a pris... le choix politique est très fort, tout le monde en parle. C'est la première fois d'ailleurs qu'on parle autant de la législation internationale sur les drogues. Et on a eu l'occasion d'ailleurs de défendre ce sujet avec Bertrand Lebeau à Vienne, à la commission des stupéfiants des Nations Unies il y a quelques semaines. Et on voit qu'il y a quand même des réticences. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, pour que le document de l'OMS soit valable, il faut qu'il soit voté par l'Assemblée générale. Et donc l'Assemblée générale a encore des difficultés à voter le texte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un message très fort. Donc il y a des États qui avancent sur le sujet. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui s'est positionnée, ce qui fait que là, du coup, on arrive à un niveau où le cannabis à usage médical est reconnu, commence à être reconnu au niveau international. Et forcément, on est dans une dynamique où certains modèles se mettent en place. Et donc, ce qui peut vous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer en France. Avant de vous expliquer ce qui va se passer en France, parce que forcément, on va faire durer le plaisir, je vais vous donner 2 modèles. 2 modèles qui sont plutôt proches de nous, dont on entend souvent parler, et qui me paraissent importants parce que ces 2 modèles qui représentent aussi les 2 manières dont on peut autoriser le cannabis médical dans son pays. Le premier modèle, c'est le modèle néerlandais. Donc les Pays-Bas ont un programme de cannabis médical depuis 30 ans. David, tu me corriges si je me trompe, je crois que c'est au moins 20 ans, parce que c'est de 99 l'autorisation première, mais depuis une trentaine d'années, il y a des travaux, etc. Et donc, si vous voulez, pour faire simple, ils ont mis en place un bureau du cannabis, donc qui dépend du ministère de la Santé, et ils ont
vous avez les conditions ici, un cadre qui est relativement intéressant, c'est-à-dire donc création d'une agence gouvernementale, les médecins sont libres de prescrire. Alors, évidemment, s'ils prescrivent en première intention, là, il y a une question sur le remboursement, c'est que le remboursement n'est pas totalement pris en charge. En revanche, il n'y a pas une prise en charge entière au niveau de la sécurité sociale. En revanche, pour les personnes qui ont des indications pharmacorésistantes, qui sont en échec thérapeutique, il y a une prise en charge. Donc en gros, la question qui se pose aujourd'hui au niveau des Pays-Bas, c'est surtout la question du remboursement. Mais sinon, il y a une liberté de prescription. Le nombre de patients augmente légèrement chaque année, mais il reste... ça veut dire que même s'il y a des cannabis social club à côté, là, on parle bien du médicament cannabis, et l'entreprise Bedrocan qui produit ce médicament cannabis, elle continue de se développer, et donc on a un vrai usage médical qui s'est mis en place. Le modèle néerlandais, alors vous me corrigez, pareil, hein, j'ai fait un petit... des fois on fait des petits schémas sympas. C'est un modèle verticalement divisé, c'est-à-dire que l'entreprise qui produit est contrôlée par une autre entreprise, et une autre entreprise réalise le package et la distribution. Ça, c'est un système qu'on considère de manière générale comme vertueux. Pourquoi ? Parce que si une entreprise intègre l'ensemble des éléments de la chaîne, les contrôles sont extrêmement difficiles. Donc le modèle néerlandais, c'est un modèle qui est fondé sur une idée simple, c'est « je réponds aux besoins de mes patients ». Et on a eu une image très forte avec Bedrocan, puisque j'imagine que vous avez entendu parler de la grande entreprise Canopy Growth, et Bedrocan, l'entreprise néerlandaise, avait des parts chez Canopy. Et le jour où Canopy a dit, alors que Canopy pesait déjà plusieurs milliards, voire 10 milliards à l'époque, c'était il y a 1 an et demi, le jour où Canopy a dit « je vais me mettre aussi sur la légalisation du récréatif », Bedrocan a retiré ses parts. Donc ils ont perdu peut-être $1 milliard sur le fondement même qu'ils étaient une entreprise du médical, ils ne pouvaient pas faire du social, et ils dépendent du coup très, très fortement du système néerlandais, et ils sont orientés vers le système néerlandais. En ce sens, c'est extrêmement intéressant, puisque vous avez quand même là l'exemple d'un système créé par l'État pour répondre aux besoins des patients, qui est indépendant d'un usage récréatif du cannabis, et qui fonctionne plutôt bien. L'autre exemple, c'est le modèle israélien. Alors, le modèle israélien, il est différent parce que les objectifs sont différents. L'objectif du modèle israélien, en tout cas ce que j'en fais comme analyse, donc après, tout est discutable. Et évidemment, si dans la salle, certains souhaitent remettre en cause que ce soit la vision sur le modèle néerlandais ou la vision sur le modèle israélien, le débat est ouvert évidemment, et je pense que c'est même pertinent qu'il y ait du débat sur ces questions-là. Le modèle israélien, c'est d'abord un modèle de recherche et développement. On ne serait pas là aujourd'hui si les Israéliens n'avaient pas investi des millions et des millions sur la question de la recherche et du développement. En revanche, le modèle israélien ne repose pas sur la réponse aux attentes des patients. On est à 1 patient sur 4 qui reçoit réellement son traitement en Israël. On est à 0,37% de la population qui est réellement prise en charge. C'est 3 fois moins que les Américains, c'est 3 fois moins que les Canadiens. Et pour autant, on a quand même un vrai soutien du ministère de la Santé, un vrai soutien des autorités politiques. Et si vous voulez, pour donner, j'ai repris un peu les conditions, pareil, parce que toujours c'est très intéressant d'avoir les conditions des systèmes, parce qu'il y a aussi un système français à construire, et j'essaye de vous donner aussi des outils et des éléments pour y réfléchir. Et donc, les patients disposent d'une habilitation à consommer a priori, c'est-à-dire en gros une carte qui est valable 3 à 6 mois. Le dossier est traité par le ministère de la Santé. Ils ont, et ça c'est un truc intéressant dont on pourra parler tout à l'heure, ils ont une protection juridique élargie. C'est-à-dire que le patient qui va vaporiser dans l'espace public en Israël, il n'a pas de problème. Alors que dans certains pays, les usagers médicaux n'ont pas le droit de consommer leurs produits dans l'espace public. Je passe là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a différents modèles. Le modèle dit israélien est plus un modèle de communication, de recherche, et donc sur une valeur ajoutée très forte, technologique, etc. Le modèle néerlandais est davantage un modèle de réponse à une question de santé publique locale. Et donc toute la question, c'est où est-ce qu'on en est en France et qu'est-ce qu'on va faire en France. Alors la France... Je sais que vous n'en pouvez plus. Et moi aussi, il fait chaud, on a mangé. Normalement, c'est l'heure de la sieste, là. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments, parce que je pense que c'est intéressant d'évoquer le cadre français. Alors, j'ai laissé un grand creux, je vais vous dire pourquoi. Parce que la loi qui fonde la prohibition en France, c'est la loi du 31 décembre 1970. Il a fallu attendre 1999 pour arriver à une première autorisation de médicaments dérogatoire, un décret de 2013, puis un décret à venir qui va être pris dans les prochains jours, prochaines semaines, pour permettre une expérimentation.
Vous avez 2 médicaments qui sont déjà autorisés en France, le Marinol, donc Bertrand en a déjà parlé tout à l'heure, et l'Epidiolex qui est autorisé depuis décembre dernier, depuis janvier dernier. Et donc l'Epidiolex, c'est un spray buccal, il me semble. Non, c'est non. Non, ça c'est Sativex. C'est les gouttes CBD pour les syndromes Lennox-Gastaut et Dravet. Et donc ça c'est autorisé. C'est-à-dire que si vous avez des personnes autour de vous qui sont atteintes des syndromes de Lennox-Gastaut ou de Dravet, qui sont donc c'est plutôt l'épilepsie, enfin c'est l'épilepsie infantile dans les indications de la NSM, vous pouvez très bien vous rapprocher de nous pour leur demander, enfin pour qu'on puisse faire des demandes. Mais l'agence du médicament délivre des autorisations déjà pour obtenir ce produit de CBD pour les épilepsies sévères. Donc on peut dire qu'en France ça bug, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes, mais de ce point de vue-là ça avance. Il y a eu l'échec du Sativex, alors je ne reviens pas sur le Sativex. Et forcément on en vient au moment le plus intéressant, c'est que je vous dis ce que vous risquez quand vous consommez du cannabis à usage médical aujourd'hui. L'usage illicite de stupéfiants, article L3421-1 du Code de santé publique, dispose que l'usage illicite de stupes est condamné, sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. En plus de l'usage illicite, ça c'est basique. L'usage illicite, 180 000 interpellations chaque année, un quart de rappel à la loi, des amendes, une centaine de cas quand même d'emprisonnement, ça arrive. Quand ils n'arrivent pas à désigner autre chose que l'usage, eh ben, ils en profitent pour emprisonner les personnes. Ensuite, vous avez l'exercice illégal du métier de médecin ou de pharmacien. Pareil, là, ça concerne plutôt les associations qui sont engagées dans le domaine et qui vont pouvoir apporter des précisions et, par exemple, qui vont accompagner des patients. Et là, pareil, il y a le risque aussi. Et ensuite, il y a la production, la détention illicite de stupéfiants. Et là, on est sur des amplitudes de condamnation qui sont phénoménales. Si vous voulez, pour vous donner une image, aujourd'hui en France, du point de vue de la loi, si vous produisez votre cannabis à Strasbourg, que vous l'emmenez, je sais pas moi, à Francfort, et que c'est un usage médical, vous êtes au même niveau d'un point de vue délictueux, enfin d'un point de vue criminel, que le violeur d'enfants ou le terroriste. C'est-à-dire que vous encourez au minimum 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans, si en plus c'est organisé en bande organisée. Donc si vous êtes 2 dans la famille à avoir 3 plans, eh ben, normalement, vous devez être condamné à 20 ans ou 10 ans. Tout dépend. Alors évidemment, en fonction du juge, ça monte, ça descend. Bon, mais on est sur des amplitudes de condamnation qui sont absolument terrifiantes. Surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes poursuivi pour production illicite de stupéfiants, on doit convoquer les cours d'assises spéciales. Alors les cours d'assises spéciales, alors ça c'est un truc exceptionnel. Ils t'invitent la crème de la crème des juges régionaux. Donc c'est vraiment, c'est même pas le jugement, c'est pas la cour traditionnelle, c'est vraiment un tribunal spécial. Tribunal spécial, tribunal militaire, non, j'aurais pas osé. Mais ça fait justice d'exception. Et donc c'est des condamnations qui sont extrêmement lourdes. Alors, de manière générale, les usagers médicaux évitent la cour d'assises spéciale. D'ailleurs, je vois mal un juge convoquer une cour d'assises spéciale pour 3 plants de cannabis. C'est déjà arrivé. Mais de manière générale, il y a quand même des condamnations lourdes. Alors, comment le droit français juge-t-il les usagers médicaux du cannabis aujourd'hui ? En général, ils sont condamnés et les condamnations ne tiennent pas compte de l'usage médical. C'est-à-dire que moi, actuellement, par exemple, je prépare pour le ministère... Enfin, on va déposer auprès du ministère de la Justice une demande spécifique pour une dépénalisation de l'usage et de la production médicale pour les patients. C'est-à-dire que demain, on souhaiterait que le gouvernement arrête de poursuivre les patients et les usagers médicaux. Les usagers médicaux en général qui produisent ou qui font usage du cannabis. On veut avoir les statistiques du nombre de personnes qui sont condamnées concrètement pour l'usage médical. On ne peut pas les avoir. Parce que les décisions de justice ne rendent pas compte de l'usage médical, puisque l'usage médical n'est pas reconnu dans la loi. Que tu sois condamné parce que tu aimes bien fumer des spliffs ou que tu sois condamné parce que tu as un cancer, ça ne change rien. D'un point de vue des statistiques, les patients n'apparaissent pas. Et donc on se retrouve dans une situation où on a énormément de mal à quantifier ce que ça représente, la pénalisation. Mais on a des cas, parfois, où on s'en sort un peu, c'est-à-dire qu'il y a certains usagers médicaux qui s'en sortent, en tout cas qui évitent la condamnation. En droit français, si vous voulez, les bases du droit pénal, on va pas, franchement, on est entre nous, on va pas faire les bases du droit pénal. Vous avez l'état de nécessité. C'est-à-dire que vous avez un article dans le code pénal qui dit que vous n'êtes pas responsable pénalement lorsque vous faites face à un danger actuel ou imminent qui vous menace vous-même, autrui ou un bien, et que vous accomplissez un acte nécessaire à la sauvegarde. Bon, les conditions sont strictes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un danger. Il faut qu'il y ait un vrai dommage.
Ensuite, il faut que l'usager médical dise voilà, j'ai telle maladie. Ensuite, il faut que ce soit un danger temporel ou imminent, c'est-à-dire je prends le cannabis tous les jours parce que je vais mourir demain si je ne le prends pas. S'il n'y a pas le « je vais mourir demain si je ne le prends pas », on ne retient pas l'état de nécessité. Ensuite, il y a le danger inéluctable, c'est-à-dire que l'usager médical doit justifier devant le juge que sa consommation de cannabis elle est essentielle. Que l'acte soit nécessaire. Si tu es un usager médical, que tu es en train de mourir, que tu justifies auprès du juge que tu es en train de mourir et que le cannabis t'aide soit à finir tes jours, soit à t'en sortir et à survivre vis-à-vis du traitement des douleurs chroniques qui peuvent être induites par le traitement ou même par la maladie en elle-même, il faut que ce soit proportionnel. C'est-à-dire que la consommation ne doit pas dépasser le cadre du raisonnable. Alors allez définir le raisonnable. Et enfin, à la sauvegarde de la personne. D'un point de vue juridique, c'est l'un des seuls moyens de déroger au système. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es un usager médical, de toute façon, tu es condamné. Et je vous laisse imaginer les désordres que ça produit dans les cours, dans les tribunaux où on a des affaires. Toutes les semaines, encore mardi, là, à Douai, c'est pareil, il y a tout le temps des condamnations. Et c'est vraiment un désordre. C'est pour ça qu'on veut avancer sur la question. Eh bien, au niveau juridique, l'état de nécessité, c'est l'un des seuls arguments pour se protéger et pour justifier d'un usage médical. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est une décision de la Cour de cassation qui est quand même exceptionnelle, parce qu'on avait un usager qui était, je crois qu'il avait une algie vasculaire de la face, qui était au bout du rouleau. 50 traitements, pharmacorésistance, on aurait pu qualifier ça d'échec thérapeutique si on avait une définition de l'échec thérapeutique. Et alors le juge de la Cour de cassation, donc plus haute juridiction française, on est le 16 décembre 2015, dit « L'état de nécessité qui l'a conduit à persévérer dans la consommation et la détention de cannabis, qu'il reconnaît totalement, mais sa seule appétence pour ce stupéfiant. » Parce qu'en fait, pour faire simple, l'état de nécessité ne peut être reconnu que si tu n'as aucune alternative en termes de traitement. Et là, ils ont découvert que l'oxygénothérapie fonctionnait, qu'elle était efficace, mais qu'elle était trop contraignante. Et donc, pour ce seul argument-là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un traitement autre que le cannabis, le juge de la Cour de cassation considère, excusez-moi du mot, sa seule appétence pour ce stupéfiant. Il le considère comme un junkie. C'est-à-dire que le mec a une algie vasculaire de la face, pharmacorésistance, échec thérapeutique, 50 traitements, et le juge de la Cour suprême française, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, déclare que le mec est un junkie parce qu'il y a un autre traitement accessible. Donc, quand on vous explique que cette situation, elle est extrêmement complexe et qu'elle pose des vraies questions sur notre société et sur notre manière de concevoir le droit, et que ce sujet du cannabis à usage médical, il est essentiel, c'est de ça dont on veut parler. Alors évidemment, il y a la question de la dispense de peine, c'est-à-dire ça arrive, mais en gros, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a rarement des situations dans lesquelles on a des patients qui s'en sortent, et c'est extrêmement difficile de s'en sortir aujourd'hui au niveau de la justice. Donc, qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines semaines? Ce qui va se produire dans les prochaines semaines, c'est que l'Agence nationale de sécurité du médicament va décider d'une expérimentation. Cette expérimentation, elle va durer 2 ans. Elle va concerner quelques milliers de patients. Cette expérimentation, vous avez déjà tous dû lire des articles dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Bertrand Lebeau l'a expliqué un peu ce matin. Ce qui nous importe en réalité, ce n'est pas l'expérimentation des 2 ans, c'est ce qui va se passer ensuite. C'est qu'aujourd'hui, toute la dynamique qui se passe au niveau juridique et politique en France sur cette question du cannabis à usage médical, c'est de construire un programme qui fonctionne. Et donc, la législation actuellement, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions dans la salle, donc je vais arrêter assez rapidement. Là, c'est une petite slide pour vous donner quelques éléments. Mais la législation, aujourd'hui, évidemment, elle a besoin d'être modifiée en profondeur. Elle a besoin d'une véritable réforme, ça c'est évident. Maintenant, la question, c'est vers où on va, dans quelles circonstances. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qu'on nous a imposé jusqu'à présent ne fonctionne pas, qu'il va falloir changer de modèle, qu'il va falloir le définir, et que ce colloque est sans doute une bonne manière de commencer à définir ce nouveau modèle. Merci. Des questions? Ah, il y a Jaco aussi qui devait intervenir. Peut-être un peu... Non, attendez. Merci. Béchir, je pense pas que tu allais t'en tirer comme ça, donc je vais te faire une question un peu compliquée où tu vas nous montrer toutes tes qualités de juriste.
Ce dont tu as parlé, c'est pour les êtres vivants? Non, mais ce qui est énorme, oui, c'est que, oui, en fait, c'est ça le problème. C'est que, en vrai, non, mais après, mais là, tu me tournes, mais ça, c'est le mauvais plan. C'est qu'il me pose une question extrêmement politique. J'ai fait un discours très politique. Est-ce que c'est pour les êtres vivants? Oui. Non, mais non, c'est pas du tout politique. Je parle des êtres vivants. Et en 2014, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconnu que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. C'est vrai. Donc, globalement, c'est de ça dont je parle. C'est vrai que pour le coup, est-ce qu'il y a un traitement différent? En tout cas, non, mais ce que tu supposes quand même, et c'est extrêmement intéressant, c'est que sur cette question, mais il y en a d'autres. Hein. Là, dans quelques semaines, on va avoir, on parlait du médiateur tout à l'heure, sur la question du médicament, de la santé publique. Il y a un vrai sujet de fond politique aujourd'hui, c'est que justement, la question c'est quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État il protège ou est-ce qu'il incrimine? Et moi je suis très attaché à la citation d'Accorder dont je te parlais tout à l'heure, enfin que j'évoquais tout à l'heure, qui fixe justement que la règle du droit elle est là pour protéger les gens, mais justement... je pense qu'on s'est aussi beaucoup perdu sur ces questions juridiques et législatives. J'ai pas osé parler de la qualification d'infraction pénale tout à l'heure, mais c'est quand même un truc exceptionnel. C'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, tu peux être exonéré de responsabilité si la loi dit que ce que tu fais est bon. Autrement dit, si demain on veut tuer des gens et qu'on autorise le fait de tuer des gens, et ben, puisque la loi le dit, tu ne pourras pas être pénalement... Enfin, on ne peut pas te poursuivre pénalement. Alors, je ne veux pas faire de point Godwin, mais en vrai, c'est toute la question aussi de quel est le rôle de la loi. Et Bertrand, tu dis un truc intéressant, tu dis comme aux Philippines. Finalement, il y a deux idées qui s'opposent dans ce débat. Il y a une idée qui dit on ne veut pas d'un monde avec les drogues. On veut vivre dans un monde sans drogue. Et c'est une idée qui est fondée. C'est fondé. Et l'aboutissement de cette idée, c'est ce qui se passe par exemple à Singapour aujourd'hui ou aux Philippines, où c'est vrai que tu n'as plus du tout d'usagers de drogue. Parce qu'ils sont soit éliminés, et c'est vrai, il y a 27 000 morts en Philippines. Je veux dire, on ne parle pas de sujets qui sont secondaires. Je ne suis pas en train de déconner entre la page faits divers et... Non, là on parle de sujets concrets. 27 000 morts en Philippines. Donc il y a cette idée-là qui est fondée aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... faut pas qu'on soit de manière extrêmement pragmatique. La prohibition a un sens à partir du moment où on y intègre la peine de mort. Il y a une autre idée qui est celle de l'autoriser, mais à ce moment-là, l'autoriser dans quel cadre? Et si vous voulez, il y a un modèle, enfin, pour reprendre la phrase, il y a le monde ancien se meurt, un nouveau tarde à apparaître, et dans l'intervalle surgissent les monstres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des monstres, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de légalisation qui ne fonctionnent pas. Moi, il y a beaucoup d'États. Pour prendre un exemple, la République tchèque aujourd'hui, ils ont mis en place un super programme de cannabis médical dans le papier, mais il y a énormément de difficultés. Il y a très peu de médecins prescripteurs. Je crois qu'il n'y en a que 57 après 50 programmes. Et finalement, quand je dis des monstres, c'est une image très forte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de défauts dans les modèles qu'on propose. Si vous voulez, il n'y a pas une seule vérité sur ces questions-là. En revanche, le fait d'en chercher une et de chercher la meilleure, et de chercher l'élément le plus pertinent, c'est aussi tout cela l'enjeu. C'est ça qu'on apporte dans le débat, finalement, nous autres juristes. C'est ça qu'on apporte, c'est de dire, oui, cannabis médical, évidemment, il y a les recherches, evidence-based, il n'y a pas de problème, mais il y a toute la question aussi de comment on met en place un programme, quelle est la responsabilité des individus, quelle est la responsabilité de l'État, quelle est la responsabilité du médecin. Et donc forcément, après autant d'années de pénalisation, c'est une bonne manière, je pense, de reconstruire finalement, et de se dire, vu que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, sur cette question-là, a été extrêmement négatif et a des résultats très mauvais, il va falloir qu'on construise, et il faut construire quelque chose de pertinent. Peut-être que c'est une image très, très froide que je donne du truc, peut-être même très engagée. N'hésitez pas à contester dans la salle, vous êtes évidemment ouvert. Réveille-toi, Béchir, on t'a Jaco, perdu là. Jaco, est-ce que tu peux faire ton témoignage? C'est juste, tout à l'heure, tu as montré un article du Code pénal 122-7 là. Et moi, j'ai été relaxé avec 400 grammes d'herbe autoproduite, mais avec un article qui est 122-2. Et on m'a pas demandé si je risquais de mourir ou si j'avais un truc comme ça. C'est juste qu'il y a une force supra-machin qui a pris mon corps et tout ça, je sais pas, et qui a fait que voilà, j'ai été relaxé. Et juste ce que je voulais dire, c'est que c'est ça qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est que le fond du truc, c'est pourquoi réellement j'ai été relaxé, c'est que la présidente du tribunal, ou un de ses très proches, était atteint de maux, de douleurs qu'elle ne pouvait absolument pas résoudre par aucun truc de la pharmacopée traditionnelle. Et du coup, à ce moment-là, est apparu un truc qu'on a un peu perdu de vue, c'est l'empathie. Donc là, d'un seul coup, il y a eu une empathie envers moi et on m'a relaxé. Et le truc, c'est pour dire, ça serait bien que maintenant, on n'ait pas besoin d'avoir quelqu'un de sa famille qui soit mourant pour considérer qu'on est des vrais malades.
Pour ceux qui connaissent Jaco, vous pouvez remarquer qu'il a été extrêmement concis. Je vais essayer de l'être aussi. Merci pour votre exposé qui était très vivant et très, très clair. Vous parliez de cette période transitoire, des périodes transitoires qui produisent des monstres. Moi, je trouve que le mot n'est pas trop fort, contrairement à ce que vous dites, parce que quand on entend le témoignage que vous avez cité de ce monsieur qui a souffert et qui finalement a été condamné, je trouve que c'est assez monstrueux. Je voulais juste revenir sur ce petit article 122.7. Il est bien ce petit-là ? Il n'y a pas moyen de créer une jurisprudence parce que les termes sont assez vagues malgré tout. On parle de sauvegarde, c'est assez vague. On parle de nécessité, c'est assez vague. On parle de sauvegarde médicale et physique, mais qu'en est-il de la sauvegarde mentale ? C'est vrai que c'est une question extrêmement... En fait, alors, pour le coup, la question... Enfin, je vous apporte une réponse qui va être négative, c'est non, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, nous, quand on a des affaires, et on en a très souvent, c'est-à-dire au moins 2 par mois, on l'utilise comme argument constamment parce que justement, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance d'un usage médical. Nous, c'est ce pourquoi on milite, en tout cas, on demande une évolution de la législation. Il y a des juges qui vont être dans une forme d'empathie et qui vont se dire... Comme ce qui s'est... Alors, Jaco, déjà, c'est un exemple, c'est l'exception. Alors, ce qui est bien à l'UFCM, c'est quand vous venez à l'UFCM, vous avez des exemples de jurisprudence qui ont été médiatiques au national. Bertrand a été aussi très médiatique, Jaco, de la même manière d'ailleurs aussi. C'est que c'est des exceptions qui confirment les règles. Donc, en effet, ça arrive. Mais de manière générale, moi, alors, pour vous raconter un peu Douai, parce que ça, c'est intéressant. Douai, c'est une mère de famille, 38-39 ans, 4 enfants à charge. L'an dernier, 2-3 jours avant Noël, ces gosses vont en sortie au zoo avec l'assistante sociale, c'est une famille, bon voilà. Et l'assistante sociale demande à l'un des enfants, parce qu'elle se doutait que la mère consommait du cannabis, en se baladant dans le zoo, tiens, est-ce que ta maman a des plantes tropicales comme ça à la maison ? Donc le petit garçon, 7 ans, répond oui, maman elle a des plantes tropicales, il se rend compte de sa bêtise, et l'assistante sociale rédige une lettre qu'elle adresse au procureur de la République. Et 2-3 jours avant Noël, vous avez cette voiture, une vingtaine de policiers, 3 chiens, et disons que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puisque du coup, on se retrouve dans une situation où déjà tout le quartier est alerté, où vous étiez en train de faire vos courses, le peu de courses de Noël que vous pouvez faire vu la situation économique aussi. Et cette dame, cette mère de famille, elle avait 4 plants de cannabis dans une chambre spécifique dans la maison à laquelle les enfants n'avaient pas accès. Elle a le syndrome Nail Patella. Et cette dame, elle est passée devant le juge. On est passé 3 fois avec elle devant le juge. Et elle a été défendue par l'avocat Francis Caballero, et donc grand avocat aussi d'ailleurs. Et à un moment, quand elle a fait ce témoignage et qu'on a expliqué ça à la magistrate de la chambre correctionnelle de Douai, la magistrate s'est tournée vers la mère de famille et lui a dit « Mais vous savez, madame, le cannabis, il est interdit parce que ça rend fou les enfants. Et donc, ce que vous faites, c'est mal. Et il faut que vous arrêtiez. » Donc, quand vous êtes face à des situations pareilles, moi, je ne vous cache pas que j'en ai pas, je ne le dis pas comme ça sur le ton de l'humour ou rhétorique ou quoi que ce soit. Moi, j'en ai pas dormi de la semaine avant et les jours après. Parce que quand on arrive à avoir un discours pareil, c'est même plus des questions d'état de nécessité ou pas, ou d'article 122.7 du Code pénal ou autre. C'est qu'on est déjà dans une dynamique où on ne reconnaît plus à l'individu, on lui nie ses droits les plus essentiels. C'est une remise en cause finalement d'une forme de dignité humaine. Et alors, je le dis comme ça, c'est des mots très forts, mais c'est concret ce qui se passe. C'est qu'on n'est pas en train de parler de choses amusantes ou drôles. C'est qu'évidemment, il y a tout ce qui est très positif avec l'agence du médicament, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du concret. C'est qu'il y a des gens qui souffrent. C'est qu'il y a des gens qui sont poursuivis. C'est qu'il y a des gens auxquels on retire l'autorité parentale. Et c'est pas du tout un sujet... moi j'entends beaucoup de gens qui disent oui mais il y a un intérêt économique. Très bien l'intérêt économique. Mais la base même de la question, c'est d'abord l'individu, le citoyen, au centre, qu'on le prenne en charge, qu'on le respecte. Et à défaut de lui apporter le produit dont il a besoin, au moins respectons-le dans son choix de consommation. Donnons-lui au moins cette liberté de choisir son traitement. Et donc c'est toute la question qu'on veut défendre, avec Bertrand évidemment, et avec évidemment tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et juste pour finir sur l'état de nécessité, parce que moi, quand je suis passé au tribunal, mon avocat avait plaidé ça, et la réponse du juge, et c'est écrit dans les comptes rendus du tribunal, j'allais pas mourir assez vite. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, alors, cet après-midi, parce qu'il y a encore 2 interventions, il me semble,
Il y en a une très bien, parce que alors forcément, on va parler du Nouveau Monde. Véronique vient de Québec. Elle a fait énormément de voyages et a fait un travail exceptionnel dans sa clinique. Et je pense que son intervention va être extrêmement pertinente. Et Géa, juste après moi, là, tout de suite, qui va vous parler d'une dynamique beaucoup plus générale sur le chanvre, industrielle, sur le développement de la plante. Et donc, l'idée de cet après-midi, finalement, pardon, je t'embête, Christian, mais tu vois, regarde, je suis bavard. Mais tu introduis, c'est fantastique. Mais t'as vu ça? Je fais tout. Et puis, en plus, je vais même te ramener l'eau après. Non, très sérieusement, mais en plus, c'est vrai. L'idée de cet après-midi, c'était aussi de compléter sur cet aspect-là, c'est-à-dire réflexion. Ce matin, c'était technique, extrêmement intéressant, extrêmement pointu d'un point de vue scientifique. Et là, on apporte une dynamique qui est un peu plus large. Donc moi, j'ai apporté le juridique, Géa va apporter l'aspect plus développement, recherche, et Véronique va nous expliquer un peu toute la pratique qu'elle a au niveau de sa clinique et tout le travail qu'elle réalise. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci.